Bonjour à toutes et tous, on est très heureux de vous accueillir pour cette conférence en direct sur LinkedIn à Roland-Garros avec nos invités. On a le plaisir d'avoir Sophie Cluzel. Bonjour, je le rappelle, Sophie Cluzel, ancienne secrétaire d'État auprès du Premier ministre en charge des personnes en situation de handicap. Merci Madame la Ministre d'avoir accepté notre invitation. Avec un immense plaisir. Eh ben, c'est partagé. Merci à vous d'être avec nous. Caroline Flissier, directrice générale de la FFT. Bonjour. Merci d'être avec nous. Romain Guérino. Alors, je vais vous présenter, mais vous avez plusieurs casquettes, Romain, si je peux me permettre. Vous êtes influenceur, mais vous êtes aussi auteur. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Merci d'être avec nous. Et vous êtes évidemment une star des réseaux sociaux sous le nom de Roro le Costaud, où vous déconstruisez les préjugés sur le handicap. C'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Puis enfin, Joanne Titran, qu'on ne présente plus pour le groupe ADECO, qui est le directeur diversité et inclusion de notre groupe. Bonjour Joanne et merci d'être avec nous. Le nom de notre conférence, c'est Balle neuve. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on va essayer d'apporter un regard un petit peu différent, un regard un peu nouveau sur le handicap et le handicap dans le sport. Merci à tous d'être avec nous. On va commencer déjà par un petit tour de table avec cette question, puisque vous le savez, les compétitions de Roland-Garros s'achèvent ce week-end. Les épreuves de tennis fauteuil bénéficient encore une fois cette année d'une très jolie exposition, puisque déjà il y a une des finales qui va se dérouler en direct, qui va se dérouler sur le cours Philippe Chatrier et qui sera retransmise en direct sur France Télévisions. Caroline Flissier, est-ce que c'est une grande avancée ? Tout simplement, cette mise en lumière du tennis fauteuil. Je ne sais pas si c'est une grande avancée, en tout cas c'est une étape parmi d'autres. Et c'est vrai qu'à la fédération, on fait les choses progressivement. On a parmi nos valeurs vraiment l'inclusion, la diversité, vouloir promouvoir en fait le tennis fauteuil en fait partie. Et donc je dirais que c'est une nécessité, on en parlait tout à l'heure avec Sophie Cluzel, donc c'est de se dire il faut mettre en avant davantage, en lumière, changer de regard aussi. C'est des choses qui sont importantes et donc c'est une manière de faire, comme d'autres, quand par exemple on a créé ce pôle France Tennis en fait, au Centre National d'Entraînement avec des tennis fauteuils, donc au Centre National d'Entraînement, donc des valides et des non-valides, ensemble, tennis de haut niveau. Et donc ça aussi, c'est changer le regard mais des uns et des autres. Et je crois que ça, c'est très important. Madame la Ministre. Exactement. Moi, je salue les progrès qui ont été faits. Je l'ai vu en 5 ans, de 2017 à 2022, où j'étais ministre. J'ai vu le changement à Roland-Garros. D'abord, c'est sur le Châtrier, aujourd'hui, ce matin, la double. Et nous avons des Françaises en lice, et un Français aussi après cet après-midi. Donc ça, c'est à saluer. En effet, c'est cette mixité qui est importante. C'est faire ensemble, c'est jouer ensemble, c'est s'entraîner ensemble. Et puis après, ça passe par les médias, bien sûr. Et donc, la retransmission, oui. Ce matin, j'ai écouté à la radio, tout le monde parlait de la demi-finale des hommes, mais j'aurais bien aimé aussi qu'on parle de la demi-finale des femmes. C'est là, en fauteuil, donc c'est là où on voit encore que dans les médias, il n'y a pas encore le réflexe. Un manque d'exposition ? Encore, il faut. Merci. Un manque d'exposition, Romain, peut-être encore ? C'est ça, c'est pour ça. On ne peut pas s'en féliciter encore. C'est très bien, il y a des belles avancées. Moi, je suis d'accord aussi, puisque ça fait maintenant 11 ans que je suis handicapé, donc je m'intéresse à tout ça. Je suis un grand fan de Roland-Garros. Mais c'est vrai que moi, il y a quelque chose encore, il y a quelques jours, qui m'a dérangé, c'est qu'on a dit il n'y a plus de Français à Roland-Garros. Mais si, il y en a encore. Il y en a encore. Et je pense que pour donner envie aux gens d'apprécier le tennis fauteuil, il faut leur montrer. Parce que regarder un match de tennis fauteuil de haut niveau, je peux vous dire que c'est passionnant, c'est génial à regarder. Mais s'il n'y en a pas cette exposition, effectivement, les gens ne pourront pas le découvrir, ne vont pas avoir envie de voir et ne vont pas en redemander. Parce que je peux vous dire que quand on a essayé, qu'on commence à regarder, on veut en voir plus. Joanne ? Oui, je souscris évidemment pleinement aux propos là, qui viennent d'être énoncés. C'est une avancée. C'est une nécessité et il faut que ce soit un succès. Et donc là, je m'adresse non pas à ceux qui nous regardent, vous qui êtes connectés avec nous, pour que ce soit un succès. C'est samedi, vous préparez le canapé, vous invitez tous vos amis et vous branchez la télévision. Plus ça sera un succès, moins ce qui est cette année une première fois ne sera plus une exception, mais ça deviendra la règle, ça donnera cette visibilité que toutes et tous on souhaite donner à la discipline. Merci beaucoup à tous les quatre pour vos réponses. On va rentrer dans le vif du sujet donc avec cette première partie. On parlait de visibilité des personnes en situation de handicap. Madame la Ministre, est-ce que ça doit aller au-delà? Parce qu'on a parlé de Roland-Garros évidemment. Est-ce que ça doit aller au-delà
des compétitions sportives qui sont toujours aussi un bon moyen d'en parler. Alors oui, bien sûr, parce qu'on ne peut pas se réjouir que, et le CSA, enfin maintenant l'ARCOM le mesure, que 0,7% de représentation des personnes handicapées dans les médias. Donc la visibilité, elle n'est pas encore là. Et pourtant, comme l'a dit très justement Joanne, ça fait de la performance télévisuelle. Il y a de l'audience chaque fois que le handicap, sous quelque forme que ce soit, les téléfilms, les fictions, le sport, est à la télévision, l'audience est au rendez-vous. Donc il faut oser, il faut y aller à fond, parce que c'est comme ça qu'on changera le regard, c'est en voyant les personnes. Et puis bien sûr aussi que les personnes lèvent l'autocensure à pouvoir parler d'elles-mêmes. C'est pour ça que j'avais missionné un groupe directement auprès du CSA à l'époque pour créer le guide des experts en situation de handicap. Parce que les médias nous disent, oui, mais moi je n'ai pas d'experts pour parler médecine, pour parler sport, pour parler culture. Eh bien, comme on a fait pour les femmes, le guide des expertes pour les médias, on est en train de faire le guide des experts en situation de handicap. Donc il n'y aura plus d'excuses pour aller trouver les bonnes personnes pour parler, non pas de leur handicap, mais de leurs compétences, de leur métier, de leur profession. Et donc, on acculturera vraiment le regard à la présence des personnes. Et Romain, vous êtes bien placé pour en parler. Vous avez une communauté, je crois, de près de 200 000 followers. C'est énorme. Déjà, bravo. Ensuite, pourquoi c'est important pour vous de parler? Vous avez eu un grave accident qui vous a laissé en situation de handicap, mais vous en parlez très facilement et même avec humour sur vos réseaux sociaux, dans votre livre également. Pourquoi c'est important de faire ça? Déjà, qui de mieux placé que moi pour en parler, ou moi ou d'autres, hein. On est en situation de handicap, donc on connaît. Avant de me retrouver dans ce fauteuil, je n'y connaissais rien au handicap. Pour moi, c'était tellement loin, parce que je n'en entendais jamais parler, je ne m'intéressais pas au sujet parce qu'on ne m'avait pas non plus sensibilisé dessus. Et ça m'a paru important, comme on disait, justement de le mettre en lumière, de montrer ce que c'est que le handicap à tous. Et puis aussi permettre à ceux qui, comme moi, sont handicapés et n'ont peut-être pas l'aisance que je peux avoir, d'être à l'aise avec mon image, avec moi-même, de leur dire ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, il y a beaucoup de personnes comme vous. Et regardez si demain, effectivement, à la télé, dans les films, dans les médias, on voit de plus en plus de personnes en situation de handicap avec des handicaps divers et variés, ça permettra d'accepter. Ça permettra aux gens de s'identifier et d'accepter beaucoup plus facilement. Plus de visibilité. Handicap. Exactement. Et c'est important. Ouais. Joanne, dans ta qualité de directeur chez The Adecco Group, est-ce que tu peux nous rappeler peut-être, nous aussi, nos valeurs autour de ça, sur le handicap? Oui, bien sûr. Alors en plus, dans ce lieu ici tout à fait symbolique à Roland-Garros, où encore une fois se déroule la compétition de tennis fauteuil, le groupe Adecco, son histoire de son engagement, il y a plus de 35 ans d'histoire. Donc évidemment, je vais être synthétique, nécessairement synthétique, mais je vais donner un deuxième chiffre, au-delà de ces 35 ans, c'est un ou plutôt une. Il y a une conviction qui est le fil rouge de ces 35 années d'engagement, c'est que le handicap n'est pas un obstacle à la compétence, n'est pas un obstacle à la performance. Que ce soit dans l'emploi ou sur les terrains de sport, ou quel que soit où on se situe, c'est vraiment ça la conviction qui guide l'engagement du groupe Adecco depuis 35 ans. Et on accompagne cette compétition, le tournoi de tennis fauteuil, depuis sa création, donc depuis 17 ans maintenant. Et on en est très très heureux. C'est une très très belle vitrine. Mais Caroline en parle. Voilà, je me tourne vers Caroline Flessier, évidemment, puisque ça fait plus de 20 ans que nous sommes partenaires aussi. Et quelles sont les valeurs d'inclusion que vous défendez ici à Roland-Garros? Alors à Roland-Garros et la FFT, on est assez convaincus que la manière d'arriver à un résultat est aussi importante que le résultat en lui-même. Et pour ça, en fait, c'est vrai que la diversité, l'inclusion sont vraiment des valeurs clés. On fait pas ça parce que c'est joli ou parce qu'on nous demande de le faire. On le fait vraiment pour la performance. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important. C'est de se dire, on a des énormes challenges face à nous, des défis à relever. Tout ce qui est les changements climatiques, mais beaucoup d'autres défis, et c'est ensemble qu'on va y arriver. Il n'y a pas d'un côté la société des valides et de l'autre côté la société des non-valides. Donc en fait, on est vraiment dans cet état d'esprit de se dire, on vient avec nos différences, on crée ensemble des choses, et à un an des Jeux paralympiques, je crois qu'en plus, on a un vrai accélérateur là-dessus. C'est de se dire, voilà, on regarde les choses aussi différemment parce qu'on a cet événement international qui arrive et qui nous permet aussi tous de progresser. Donc donc ça c'est des choses importantes et c'est toujours montrer la preuve par l'exemple et puis oser aussi. On parle d'explication, c'est pas simple parce que là par exemple nous on a sensibilisé tous nos personnels accueillants de sécurité,
ben voilà, on a eu des témoignages de personnes en fauteuil qui sont venues expliquer comment est-ce qu'ils rentrent dans un stade, comment est-ce qu'ils se promènent, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. C'est prendre le temps de partager, d'expliquer et de dire il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tabou. On peut poser toutes les questions du moment qu'on trouve des réponses ensemble. Madame la ministre, ne Oui, pas et séparer puis- les valides et les non-valides? Ça, bien sûr, hein, c'est cette société dite inclusive que l'on porte tous, que j'ai portée, et dans tous les domaines. Joanne l'a très bien dit, c'est aussi l'emploi, mais c'est la culture, c'est le sport. Et peut-être dire aussi qu'il y a une multiplicité de handicaps. Et donc c'est vrai que la formation, au-delà des investissements qu'il faut faire bien sûr pour l'accessibilité physique, et là en effet les Jeux olympiques et paralympiques sont un accélérateur, c'est toute la formation à l'accueil de la différence quelle qu'elle soit. C'est-à-dire les gens qui ont des problèmes de communication, de compréhension, les personnes qui ont des problèmes sensoriels. Donc là, il s'agit vraiment de former à 360 degrés tous les besoins. Et cet enjeu, il est capital. C'est pour ça qu'on a poussé sur les Jeux paralympiques les bénévoles en situation de handicap, pour que le monde entier voit que les personnes handicapées participent aussi de cet effort justement d'accueil. Et donc, ça sera un plus, puisque nous formons les personnes en situation de handicap pour être bénévoles volontaires lors des Jeux olympiques et paralympiques. Caroline Fessier, comment vous comptez dans les années à venir aussi positionner Roland-Garros sur le sujet de l'inclusion? Alors l'inclusion, c'est déjà continuer de travailler autour de le tournoi en fait vraiment para-tennis. Donc ça c'est quelque chose qui est important. C'est continuer d'expliquer, de montrer. Par exemple, on a aujourd'hui cette journée tous en fauteuil. Donc c'est permettre à tout le monde de tester ce qu'est le tennis en fauteuil, parce que c'est vrai qu'il y a des problématiques particulières et je pense qu'on ne s'en rend pas compte. Moi j'ai eu la chance de les voir s'entraîner et c'est vrai que c'est comprendre les difficultés et c'est comprendre comment est-ce que ça fonctionne et de se dire c'est un vrai sport en fait. C'est d'adresser ce sujet d'un point de vue sportif aussi, parce qu'on oublie, tu le disais tout à l'heure, en fait, c'est vrai qu'on a entendu partout dans la presse, il n'y a plus de Français à Roland-Garros. Voilà, mais c'est des incroyables sportifs qu'on a et donc c'est ça, c'est beaucoup l'image, l'explication, les mettre plus en lumière. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup accéléré sur notre politique et notre stratégie de réseaux sociaux, mais ça aussi, je pense que des influenceurs comme toi, en fait, c'est très très important. Donc c'est ce type d'action, de la sensibilisation, encore et toujours. Romain, vous avez beaucoup de questions de la part de vos followers sur comment je peux faire, comment je peux mettre plus en lumière, comment je peux exister différemment dans la société? Oui, alors il y a beaucoup de questions, que ce soit sur le sport, que ce soit sur le travail. Les gens se posent des questions, mais comment je peux faire moi pour trouver du travail? Et c'est vraiment, j'explique aux gens, au-delà du handicap, il faut vraiment comprendre que handicapés ou pas, les gens ont des compétences. Et c'est cette compétence-là qu'il faut mettre en avant et voir au-delà de ce handicap. Et après, je rejoins Caroline qui disait tout à l'heure que effectivement, il ne faut pas que ce soit fait pour se faire bien voir. Voilà, c'est juste que ce soit fait pour que ça devienne naturel. Et que finalement, demain, on n'ait plus besoin d'avoir des événements spéciaux, des journées spéciales à droite à gauche pour parler du handicap, que ça devienne tout simplement naturel. Mais bien sûr, les personnes en situation de handicap ont beaucoup de questions parce que, encore aujourd'hui, pour certaines, elles sont un peu démunies, elles ne savent pas comment faire. Voilà, on travaille et effectivement, grâce aux réseaux sociaux, on arrive un petit peu à emmener des personnes sur ce cheminement de l'acceptation du handicap. Et c'est vrai que si la société accueille facilement ces personnes, ça sera beaucoup plus facile pour elles d'accepter ce qu'elles ont vécu ou leur handicap, leur différence, qui finalement peut être une grande force. Merci. Madame la ministre, au gouvernement, vous avez mené notamment une campagne « Voyons les personnes avant le handicap ». On parle beaucoup de visibilité depuis le début de cette table ronde. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Oui, ça faisait 15 ans que la France n'avait pas fait une grande communication grand public sur les personnes en situation de handicap. On s'est posé beaucoup de questions et on a choisi vraiment cette thématique « Voyez les personnes avant le handicap ». Et voyez la façon dont elles ont envie de vivre, comme tout un chacun, des situations amoureuses, de la scolarisation avec les autres, puisqu'il y a un jeune collégien handicapé qui justement est en échange, une date, une rencontre amoureuse, une insertion au sein d'une entreprise, mais on ne l'a pas vu sous la forme travail, on l'a vu sous la forme relation avec les collègues de travail. Et c'est ça que nous disent les personnes handicapées. Mais attendez, moi j'ai envie d'avoir la même vie que tout un chacun
avec ma différence, mais vraiment que les personnes comprennent que ce sont des personnes avant d'être des handicapés. Hein, terme qu'on dit souvent tout seul. Non, ça ne résume pas la personne. Donc cette grande campagne, elle a été portée dans tous les médias et elle s'adressait au grand public. Et vraiment, c'était ça notre impact. Voyez les personnes avant le handicap. 15 ans qu'on ne l'avait pas fait. Et puis après, moi, je pense qu'il faut... C'est ce que j'ai essayé de faire pendant 5 ans, c'est de sortir les personnes d'objets de soins, comme elles étaient vues, à sujet de droit. Et donc, qui dit droit, dit tout simplement pour avoir accès à la culture, au sport, comme tout un chacun, à l'école, bien sûr, qui est vraiment le ferment de se vivre ensemble, hein, dès l'école, et puis à l'emploi, bien sûr. Merci. Joanne, concernant les entreprises, tu es bien placée pour en parler. Quel rôle elles doivent mener dans cette visibilité, de voir les personnes avant de voir le handicap? Oui, elles ont un rôle, une contribution qui est essentielle à apporter, évidemment, les entreprises. Les entreprises, le travail, c'est un vecteur de socialisation extrêmement puissant. Et donc, quand on est privé de travail, qu'on soit en situation de handicap ou pas, je pense que chacun, chacune, on mesure à quel point ça pèse dans la vie d'une personne. Donc accéder au travail, rendre accessible le travail, c'est la contribution que les entreprises doivent amener. Elles peuvent y contribuer en recrutant, en maintenant dans l'emploi des personnes en situation de handicap, bien sûr sensibiliser, former l'ensemble de leurs équipes à accueillir les collaborateurs en situation de handicap ou leurs collaborateurs qui, au cours de la vie, rappelons-le, la majorité des situations de handicap s'acquièrent au cours de la vie. Donc des collaborateurs et des collaboratrices qui sont dans nos équipes, qui sont dans vos équipes, peut-être demain vont avoir à connaître une situation qui sera durable ou qui sera temporaire. Donc il faut pouvoir former pour préparer, anticiper, à accueillir peut-être une différence, une singularité, mais qui finalement n'est que le quotidien d'un travail ou d'une responsabilité qu'on confie au manager. Manager, c'est s'adapter aux singularités. Le handicap est une forme de singularité comme une autre. Voilà, il faut pouvoir la banaliser, donc il faut pouvoir professionnaliser nos managers. Je pense que les entreprises, les employeurs peuvent apporter cette contribution. Romain, vous voulez réagir à ce que vient de dire Joanne? Ouais, j'aime beaucoup le discours. Moi, je travaille. Non, mais c'est vrai, je travaille depuis que j'ai mon accident. J'avais à cœur de reprendre le travail le plus vite possible. Mon employeur, dès le début, m'a fait confiance, m'a dit voilà, on le sait, tu as la capacité de le faire. Maintenant, on va juste adapter ton environnement de travail. Et à partir du moment où cet environnement de travail. Vous êtes pompier, on rappelle. Voilà, je travaille chez les sapeurs-pompiers également, en plus de ce que je fais sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que voilà, à partir du moment où on avait adapté cet environnement de travail, j'avais les mêmes capacités que n'importe qui. Et même, bien souvent, on s'en rend compte, la personne handicapée a envie de prouver qu'elle est plus capable que les autres. Donc elle va aller même peut-être travailler un petit peu plus. C'est ce qui se passe bien souvent. Mais voilà, mais vraiment, les capacités avant le handicap, ça c'est clair. Et effectivement, des fois, ça passe par des toutes petites adaptations. Des fois, il y a des adaptations un petit peu plus conséquentes à faire, mais je veux dire, il y a un accompagnement qui est fait en plus auprès des entreprises pour justement emmener l'employeur à adapter les postes. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte que avoir une personne handicapée dans son entreprise, c'est une richesse incroyable pour elle, pour l'employeur, mais aussi pour les autres salariés. Le soutien de votre employeur, il était essentiel? À moi, il a été, on m'a tout de suite retiré une épée de Damoclès lorsqu'on m'a dit ne t'inquiète pas, on te garde chez les pompiers. Je ne pouvais plus partir en intervention, mais on m'avait dit ne t'inquiète pas, tu vas rester dans ce milieu que tu aimes, que tu connais. Et pour moi, c'était salvateur. Madame la ministre. Mais bien sûr, en fait, il faut quand même le dire, aujourd'hui, c'est une chance énorme que vous avez eue que votre employeur, tout de suite, y réagisse. Et c'est là l'importance justement de tous les dispositifs qui ont été mis en place, notamment sur l'emploi accompagné, pour justement, parce que souvent, l'entreprise, le chef d'entreprise, il est démuni. Ce n'est pas qu'il soit malveillant. Moi, j'y crois pas du tout à la malveillance. Je pense qu'ils sont démunis. Ils ne savent pas où se tourner pour demander de l'aide. Et la personne handicapée aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces réformes qu'on a portées sur les dispositifs d'emploi accompagné, sur la place des associations qui sont là pour faire cette intermédiation justement entre la personne et l'entreprise. Mais c'est capital. Conserver son boulot, l'adapter, une reconversion professionnelle, c'est indispensable pour la reconstruction de la personne qui brusquement ne peut plus faire de la même façon ce qu'elle faisait avant. Donc ne nous privons pas de ces richesses. Et c'est là tout l'impact de la politique qu'on a portée. Et je salue le groupe ADECO parce qu'il a été tout de suite présent sur les manifestes inclusion qu'on a portés avec les chefs d'entreprise, sur le DIOD
qui est un levier formidable de sourcing. C'est une personne handicapée qui travaille avec une personne valide pour découvrir soit un nouvel univers de travail, soit avoir une reconversion, soit pouvoir tester un environnement professionnel nouveau. Et aujourd'hui, on est à plus de 40 000 personnes qui font les duos. C'est organisé et c'est une façon d'ouvrir les portes des entreprises, de faire tomber les préjugés et de faire tomber l'autocensure des personnes à aller vers des métiers où elles se disent, parce qu'il y a encore beaucoup d'inhibitions, c'est pas pour moi. Donc oui, l'entreprise, elle a un rôle formidable, ça bouge énormément. On a fait baisser quand même le chômage de 30% en 5 ans des personnes handicapées. Alors oui, il est encore le double, mais il a baissé à 13%, on partait de plus de 20%. On a parlé des entreprises, le sport est également, on est bien placé pour en parler parce qu'on est à Roland-Garros, mais le sport est également un énorme vecteur d'inclusion. Caroline Flessier, de quelle manière en fait ça se joue? Comment vous l'expliquez? On a toujours ce sujet en fait, de faire connaître notre sport, en tout cas le paratennis. Aujourd'hui, donc, dans le tennis, il y a le paratennis et il y a aussi le tennis pour les sourds malentendants. Moi, je ne savais pas que ça existait, en fait, donc je l'ai découvert en arrivant à la fédération il y a 10 mois. Et donc, c'est de faire connaître, et dès le plus jeune âge. En France, on a 130 clubs de tennis qui font du paratennis sur nos plus de 7000 clubs. Donc, on peut se dire, c'est bien, mais c'est une étape. On a 500 joueurs fauteuils. Pareil, c'est bien, mais on a 1 million de licenciés. Donc, il y a aussi, on peut faire des choses, mais c'est vraiment faire connaître. En fait, vous disiez, il y a une partie des personnes qui sont aujourd'hui handicapées, c'est dû à des accidents de vie, il se passe des choses. C'est à ce moment-là où le sport est un vrai levier, est une manière de reprendre sa vie en main. Et je pense que tu pourrais sans doute mieux en parler que moi, mais c'est vrai que là, on a un vrai rôle à jouer. Je parlais des Jeux paralympiques tout à l'heure, de la même manière. C'est une grande médiatisation et c'est de se dire c'est accessible à tous. Donc c'est là-dedans, nous, notre rôle à la fédération, c'est vraiment de faire connaître, d'expliquer, de sensibiliser, d'aller dans tous les clubs et d'utiliser en fait. Je veux dire, il n'y a pas aujourd'hui un département, une région en France sans club de tennis. Donc il faut vraiment qu'on arrive à mailler, à expliquer et à dire c'est possible et c'est accessible. Donc c'est vraiment ça. Ensuite, pas seulement, vous voulez dire à Roland-Garros au plus haut niveau avec les stars du tennis. Non. Et on a ce rôle aussi à la fédération de recruter en fait les joueurs de demain, de recruter les joueurs de haut niveau et aussi dans le paratennis. Donc le plus on a de joueurs, le mieux c'est justement pour notre vivier de futurs champions. Romain ? Oui, mais en fait c'est exactement ça. Pour que tout le monde, pour que toutes les personnes handicapées puissent accéder au sport, il faut qu'ils aient des clubs à côté de chez eux, parce qu'elles ne peuvent pas se permettre de faire 50 km pour aller pratiquer. Donc effectivement, plus il y aura de clubs qui seront à même à accueillir une personne handicapée, avec le matériel nécessaire également pour faire du sport, clairement il y aura beaucoup de bénéfices. Le sport à titre personnel, et je sais que c'est pareil pour toutes les personnes handicapées, apporte des bienfaits au niveau de la santé, au niveau physiologique, mais également au niveau social. Parce que le sport, c'est sortir de son chez-soi, c'est sortir de son petit cocon où on va avoir peur de aller voir les autres. Et là, on se sociabilise avec le sport. Et que ce soit en compétition ou que ce soit pour le loisir, ce sport amène justement le vivre ensemble. Parce que, moi, à titre personnel, je fais du vélo, je fais de l'athlétisme, je fais de la musculation et je le fais avec plein de personnes qui ne sont pas du tout handicapées et d'autres qui sont handicapés. Et on fait ça tous ensemble et finalement, on fait le même sport. C'est juste que le mien, il est adapté. Voilà. Johan, peut-être qu'on peut rappeler que c'est une année un peu... C'est la 17e année ? 17e année effectivement de la compétition, donc du tournoi de tennis fauteuil de Roland-Garros. Le sport, vous l'avez dit, le sport ça peut être un outil de reconstruction, le sport c'est une source d'émotion. Et je pense que les émotions, ça aide à faire tomber les représentations, les préjugés qui polluent un peu la rencontre entre les uns et les autres. Puis le sport, c'est aussi une rencontre, c'est une expérience aussi. Et chez ADECO, on dit faire le plein d'expériences à travers et le sport peut être un vecteur pour ça. Je pense, je reviens sur la journée tennis-fauteuil qui est organisée aujourd'hui à Roland-Garros. Et donc pour celles et ceux qui ont la chance aujourd'hui de pouvoir accéder au stade, vraiment venez découvrir, venez tester et vous allez retrouver tous les bienfaits que les uns et les autres on a pu énoncer. Et si vous ne pouvez pas venir aujourd'hui à Roland-Garros, dans le club de sport dans lequel vous pratiquez, intéressez-vous. Et puis s'il n'y a pas de sport adapté, peut-être vous pouvez contribuer, lancer une initiative. Et soyez curieux, le sport c'est un formidable levier d'inclusion. Madame la ministre.
Oui, et puis si vous ne trouvez pas, le ministère des Sports a fait un annuaire, hein, je dirais, très, très pratico-pratique. Vous pouvez géolocaliser déjà ce qui existe et surtout, et là je fais appel aux clubs de sport, quels qu'ils soient, eh bien, vous pouvez incrémenter ce guide, cet annuaire, pour dire ça y est, moi j'ai fait ma formation, etc. Venez à côté de chez moi. Parce que Romain l'a très bien dit, c'est la pratique sportive à côté de chez soi. Et puis je dirais que ça passe par l'école. Hein. C'est pour ça qu'il y a les semaines olympiques et paralympiques dans les écoles qui ont été mis en place depuis 4 ans, 5 ans pour jouer ensemble. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, jouer ensemble. Découvrons que c'est possible, que les adaptations, formons les profs de gym qui ont encore des appréhensions, qui souvent mettent sur le banc de touche avec le chrono. Non, on peut pratiquer le sport avec les autres de façon différente. Donc le maître mot, c'est la formation. Formation aux adaptations qui existent pour faire du sport ensemble. Romain ? Moi, j'ai envie de dire que le handisport, c'est génial. La preuve, on a beaucoup maintenant de personnes qui n'ont pas de handicap, qui pratiquent le handisport dans plein de sports collectifs notamment. Alors, elles ne peuvent pas faire de la compétition à haut niveau, mais il y a de plus en plus de personnes qui n'ont pas de handicap qui rejoignent les clubs handisportifs. Donc vraiment, c'est ça. C'est que les endroits où il y a un club mais qu'il n'y a pas de section, je pense qu'effectivement, les clubs devraient s'intéresser et pourquoi pas se rapprocher des comités départementaux handisport pour dire, bah, tiens, moi aussi, j'aimerais ouvrir une section, comment on fait ? Voilà. Est-ce que c'est un sujet qui touche particulièrement votre communauté ? Parce que vous disiez que c'était important pour les personnes en situation de handicap, ce fameux sport pour sortir un peu de sa coquille ou de son cocon. Alors, moi, c'est vrai que je pense que j'ai une communauté qui est très hétéroclite. Hein. Je n'ai pas que des personnes handicapées. On n'est pas sectaire à ce point-là. Non, mais on a vraiment de tout. Et je pense que les gens qui me suivent ont vraiment compris que, en tout cas, le sport pour moi était quelque chose de viscéral, mais qu'au-delà de moi-même, je fais comprendre au quotidien que ce sport permet vraiment plein de choses. Il permet le dépassement de soi. Sans gravir l'Everest, on n'a pas besoin de gravir l'Everest hein, pour se mettre des défis, mais je pense que juste se performer soi-même, déjà, le sport permet justement de ce dépassement de soi-même et de voir au-delà du handicap. Refaire du sport, pour moi, c'est vraiment se dire « je suis un sportif lambda ». Quand je fais du sport, moi, il n'y a plus de handicap. Je suis un sportif comme tout le monde, j'oublie le fauteuil et je redeviens comme tout le monde. Et je pense que les gens ont besoin de ça, ouais. Joanne ? Je pense que Romain a parfaitement raison. Le sport, c'est aussi, en tout cas quand on regarde le sport, on ne voit pas l'incapacité. On voit la pratique sportive, on voit la performance, alors plus ou moins élevée selon les joueurs et les joueuses, mais qu'importe, ce qu'on voit, c'est la performance. Et puis le plaisir qu'on peut trouver quand on contribue, quand on fait partie d'une équipe. Mais c'est ça, le sport. Sophie Cluzel, Madame la Ministre, vous avez beaucoup parlé de médiatisation aussi, d'importance de visibilité du handicap à travers, je sais pas, des campagnes ou à travers pourquoi pas des clips à la télévision pour toucher un maximum le grand public. De quelle manière les acteurs privés et publics peuvent aussi travailler encore plus ensemble, peut-être ? En synergie. Alors, faire savoir déjà ce que les entreprises font, hein, comme politique handicap, ça je pense que c'est important. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des problèmes de recrutement. Alors, je ne parle pas de handicap, mais les jeunes cherchent du sens hein, dans les politiques que les entreprises portent. Donc c'est pour ça qu'on avait fait le baromètre emploi handicap, c'est pour ça qu'il faut que les entreprises communiquent sur leur politique. Et pas alibi, pas une RSE, une responsabilité sociale entreprise alibi. Non. Vraiment, qu'est-ce que je fais ? Quel est mon taux d'emploi des personnes handicapées ? Comment j'accueille les jeunes, etc. en stage. Donc ça peut donner du sens. C'est vraiment un atout différenciant maintenant pour les entreprises pour recruter. Mais au-delà de ça, il faut aussi tout simplement que les personnes handicapées aussi s'inscrivent dans la société civile, c'est-à-dire qu'elles participent par exemple à des élections politiques. On n'a pas assez de représentants politiques. Hein. Donc comment on fait pour porter justement lors des élections ? Est-ce qu'il va falloir mettre un quota de personnes en situation de handicap sur les listes électorales comme on a mis un quota hein, pour les femmes ? Je veux dire, il faut qu'on réfléchisse à ça, comment on porte la représentation politique pour que les personnes handicapées participent, s'investissent dans leur commune, s'investissent vraiment dans la société civile, les accompagner, les aider. Si elles ont besoin, on a travaillé hein, sur les partis politiques, que les partis politiques s'investissent aussi sur la mise en conformité de leur bulletin de vote, que ce soit facile à lire, à comprendre, en braille, etc. Donc, c'est l'ensemble de la communauté, de la société civile qui doit porter les desiderata des personnes. Il faut qu'elles les expriment. Qu'est-ce que vous en pensez, Romain ? Plus d'hommes et de femmes politiques représentatifs de cette inclusivité, cette inclusion, en tout cas ?
Je pense que ce sont les personnes les plus à même en fait de connaître les difficultés. Donc forcément, elles vont porter beaucoup plus facilement le message et les combats. Enfin, je pense que Sophie est bien placée pour le savoir. C'est-à-dire quand on est concerné, forcément, on sait ce que c'est, on le vit au quotidien. Donc forcément, on sera plus à même d'avoir le bagage nécessaire pour porter les messages et les combats, voilà. Mais puis, oui, pourquoi pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, oui, qui seraient prêtes à se lancer, j'imagine. Romain, par exemple. Pourquoi pas. Voilà. Est-ce qu'on en profite de ce live LinkedIn pour annoncer une campagne, une candidature? Non, promis, non. Pas encore. Non, vous décevriez peut-être vos followers à qui vous manqueriez. Non, j'aurais peur de ne plus pouvoir dire ce que j'ai envie. Là. J'aime bien ma liberté. Mais c'est vrai, vous avez une liberté de ton et un humour. Ouais. C'est important aussi de cette manière de communiquer, parce que vous pourriez aussi être très professoral dans votre manière de réagir sur vos réseaux sociaux, mais vous le faites vraiment avec sincérité et humour. Ça, c'est important? Oui, parce que l'humour, pour moi, ça a été. L'humour, pour moi, c'est aussi une façon, c'est une acceptation du handicap. C'est une façon de dire, regardez, moi, j'en ris facilement parce que de toute façon, c'est mon quotidien, c'est comme ça. Je ne peux pas faire autrement. Et puis, c'est une manière aussi de faire découvrir justement une autre partie du handicap, là où on voyait souvent, auparavant, ça change un petit peu, mais on voyait souvent la pitié, la tristesse dans le handicap. Et c'est montrer aux gens que, attention, le handicap, on a le droit d'en rire aussi, parce que si vous riez pas d'un sujet, vous le stigmatisez. Et arrêtons de stigmatiser le handicap, on a le droit d'en rire. Il y en a qui le font très très bien. Et croyez-moi, les personnes handicapées sont les premières à en rire. Donc, par pitié, arrêtez de vous offusquer quand quelqu'un fait une blague ou de l'humour sur du handicap. Parce que croyez-moi que ça choque bien plus souvent les personnes non concernées que ceux qui sont concernés par le handicap. Joanne, qu'est-ce que tu penses de ça ? Oui, je partage. On disait tout à l'heure la faible visibilité des personnes en situation de handicap dans les médias, dans l'espace public de manière générale. Si en plus cette visibilité, c'est une visibilité qui est triste, qui est douloureuse, qui n'est pas sympathique, qui ne fait pas envie, bon, on alimente une représentation des préjugés et la rencontre, voilà, c'est sûr que voilà, là, l'inclusion, on s'en éloigne, c'est de l'exclusion en concret. Donc bien sûr, ça peut, il y a de la douleur, il y a de la souffrance quand on est en situation de handicap, mais quand on est aussi une personne qui n'est pas en situation de handicap, la vie n'est pas que sympathique, mais elle peut l'être. Et donc c'est extrêmement important que dans la visibilité des personnes en situation de handicap, il y ait des rôles modèles, et des rôles modèles qui portent aussi de l'humour, des engagements, des défis, qui réussissent, qui échouent. C'est important aussi de ne pas passer un message de super-héros ou héroïne qui aurait un super-pouvoir. Ou peut-être qu'il y en a quelques-uns, c'est vrai. Et cela, c'est peut-être intéressant qui se pose la question des prochaines élections présidentielles. Mais si ce n'est pas le cas, néanmoins, leur donner de visibilité. Et c'est vrai dans l'espace public, c'est vrai aussi, j'en terminerai, c'est vrai aussi dans nos entreprises. Je pense qu'il faut aussi donner de la visibilité à nos collaborateurs, à collaboratrices en situation de handicap dans nos entreprises. Ce qu'on essaie de faire dans le groupe ADECO, notamment par différentes campagnes de communication où on donne la parole à nos collaborateurs, parce que, tu l'as dit Romain, il n'y a pas mieux qu'une personne concernée pour témoigner de la réalité. Caroline Flessier. Oui, je suis évidemment d'accord avec tout ça. On n'a pas parlé de l'estime de soi, peut-être je vais revenir un petit peu là-dessus, sur l'estime de soi et le fait que ça se joue... Alors au début, en fait, dès qu'il y a un accident ou chez les jeunes enfants, moi je vois beaucoup en fait que chez les jeunes enfants, on a un système éducatif qui n'est pas forcément prêt à accueillir. C'est très administratif en fait quand c'est très jeune pour des handicaps d'enfants. Et c'est vrai qu'en tant que parent, de se dire on va mettre un enfant au sport, en fait, je pense que tout simplement les parents n'y pensent pas. Vraiment. Et donc, je pense qu'on a cet enjeu, on parle de visibilité, en fait, c'est vraiment ça, c'est de se dire, dans le fond, quand je choisis mes activités pour mon enfant, je devrais aussi pouvoir avoir cet accès. Et ça passe par la visibilité et le fait que ça se construit en fait à tous les niveaux de la société, dans tous les domaines et vraiment pour tous. Donc, voilà. Madame la ministre. Je peux évidemment être d'accord avec tout ce qui est dit. Je pense que cette visibilité, elle avance juste pour revenir dans les entreprises. J'ai un exemple encore, c'est les cafés joyeux. Permettez-moi d'en parler parce que c'est une vraie réussite, c'est-à-dire comment des personnes qui étaient très éloignées de l'emploi, c'est-à-dire le handicap mental, l'autisme, aujourd'hui vivent son travail.
Et là où ça va être transformateur, c'est que maintenant les cafés joyeux se développent dans les entreprises comme cafétéria d'entreprise. Et là, on est vraiment dans le changement de regard sur des compétences. On a une présomption de compétences sur des handicaps qui étaient très éloignés de l'emploi ordinaire. Donc ça change. Par exemple, on peut challenger Roland-Garros d'avoir la prochaine fois un vrai café tenu par des personnes handicapées à l'accueil, etc. C'est comme ça qu'on change la On travaille avec des ESAT. Ça y est, c'est fait. Voilà. Café Joyeux, on n'a pas Non, réussi mais cette année. ESAT, mais c'est- le reflet, enfin vous en avez Exactement. tellement, la Bah, belle les- étincelle. voilà, les Vous avez ESAT, on en a, une ouais. vraie, je veux dire, un vrai mouvement Tout à fait. vers le travail en milieu dit ordinaire, hein, c'est-à-dire le travail de tout un chacun. Et cette présomption de compétences, elle est capitale pour l'estime de soi, pour la réussite. Quand vous voyez vraiment tous ces jeunes et moins jeunes qui se redressent parce qu'ils ont justement ce travail, parce qu'ils sont fiers d'eux et parce qu'ils montrent au monde entier qu'ils sont capables de vivre de leur travail. Romain. Ah, moi, je dis, je rebondis, café joyeux, allez manger une fois au café joyeux et vous allez en sortir transformé. Mais Oui, vraiment. ou reflet, les étincelles, enfin il y en a Non, mais plein. hein. c'est tellement. Oui, il y en a d'autres. Hein, Ouais, ouais. Mais est-ce qu'elles sont suffisamment connues, ces structures? On commence, oui, surtout que C'est pas des c'est- structures, hein, c'est oui, des, oui, c'est oui, des c'est des entreprises. entreprises. c'est une entreprise Des qui en plus entreprises. maintenant est à l'international en plus. Hein. Ouais. Ah ouais, donc, Bruxelles, bientôt Londres. Ah oui, non, bien sûr. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert sur Paris, qui maintenant existe sur Tours. Je suis content, ils existent aussi. Et moi, je suis un fidèle client voilà, de ce genre d'entreprise. Parce qu'encore une fois, c'est des personnes qu'on a laissées de côté pendant des années, qu'on pensait incompétents. Vraiment, on pensait incompétents. C'était vraiment des... C'est peut-être un peu fort comme mot, mais c'était des rebuts de la société. Alors que pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Au contraire, c'est les gens qui demandent que ça de travailler et en plus qui le font avec tellement d'envie et tellement de plaisir. Enfin, je veux dire, c'est rare quand même. Moi, j'ai rarement mangé dans un restaurant avec autant de sourire et de bonne humeur. Vraiment. John. Oui, la présomption de compétences. Je pense que On y revient. c'est voilà, c'est ne pas voir, en tout cas plutôt que derrière le handicap, de voir ce que la personne ne peut pas faire, de voir sa limitation, se poser la question et lui poser la question de ce qu'elle peut faire. Arrêtons de nous poser, en tout cas de voir le handicap comme une limitation. Voilà, la personne ne pourra pas faire. Ok, d'accord, il y a des choses peut-être qu'elle ne pourra pas faire, c'est vrai. Mais les uns les autres, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Demandez-moi de bricoler. Et voilà, c'est pas ma compétence. Mais j'en ai peut-être quelques-unes par ailleurs. Donc, présomption de compétence. Merci beaucoup à tous les quatre de cette conférence. Elle va pas tarder à s'achever. Juste un dernier mot, puisqu'on est quand même à Roland-Garros et le tournoi continue. Tous les tournois, d'ailleurs, toutes les compétitions. Peut-être un petit pronostic, Caroline Flessier, avant de se quitter, sur le tennis fauteuil. Non, j'ai pas. Bah alors, je dirais Didier de Groot qui est extraordinaire, qui a fêté sa 100e victoire d'affilée. Donc je dirais voilà, mon pronostic. Pas mal. Merci beaucoup. Romain, Moi, sur les doubles en fauteuil, je mise français. Ah. Donc, je mise français. Je pense Super. que les paires composées de Pauline de Roulette et également l'autre paire composée de Stéphane Houdet. Alors, je suis désolé, j'ai plus leurs compatriotes, mais moi, je vise français. Cette année, on gagne en double des deux côtés. Et on s'arrête là, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les cas d'avoir été présents pour cette conférence. Merci à tous de nous avoir suivis en direct sur LinkedIn notamment. Merci. Merci.